Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue aux Instituts d'automne 2024 du Centre Franco. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la formation qui a comme titre L'éducation entrepreneuriale consciente pour donner vie aux idées avec M. Jean-Sébastien Reed. Alors, bienvenue Jean-Sébastien. Juste avant de débuter, je voudrais vous donner quelques consignes par rapport à la formation. Veuillez noter que oui, vous avez accès à votre micro et votre caméra, donc vous pouvez l'utiliser. Et puis en même temps, ben, pendant la présentation, on vous invite, si vous n'utilisez pas votre micro, de le mettre en sourdine. En plus, eh ben, j'aimerais vous mentionner que cette formation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible au cours des prochaines semaines sur le site du Centre Franco. Enfin, nous aimerions remercier le ministère de l'Éducation de l'Ontario qui rend possible, grâce à son financement, qui rend possible cette formation aujourd'hui. Alors, l'intro est faite. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente formation et je passe maintenant la parole à Jean-Sébastien. Bonjour, merci Louis pour l'introduction. Bonjour tout le monde, bienvenue en cette fin de journée d'automne. Comme Louis a dit, moi je suis à Lévis, dans la région de Québec, et donc on a eu du beau soleil aussi. Donc on est dans la continuité de cette même journée d'automne. Merci d'être présent. On aura l'occasion de faire un petit tour de table. J'aimerais bien savoir qui vous êtes et avec qui je suis dans cette présentation-là. D'abord, nous allons faire la reconnaissance du territoire. Nous remercions les peuples autochtones pour le partage de ce territoire où nous retrouvons connu sous le nom de Oniatario, dérivé du terme mohawk lac magnifique, pour Ontario. Nous reconnaissons que cette terre partagée par les peuples autochtones nous donne toutes les richesses dont nous avons besoin. Nous reconnaissons les générations qui l'ont parcourue, ceux qui la parcourent présentement et ceux qui la parcourront. Les appels à l'action du rapport de la Commission de la vérité et de la réconciliation nous parlent de l'importance de l'éducation à comprendre notre passé et le territoire sur lequel nous habitons afin que nous puissions cheminer ensemble dans un esprit uni. Merci. Donc, je suis Jean-Sébastien Reed, directeur général adjoint chez ID Éducation entrepreneuriale, qui est une OBNL logée au Québec. Et nous accompagnons les écoles dans la mise en œuvre de ce qu'on appelle l'école communautaire entrepreneuriale, ou l'ESSEC. Donc, on a fait certains accompagnements sur le territoire ontarien, particulièrement au CSDCEO, mais aussi dans 2 conseils dans le nord de l'Ontario récemment. On a eu aussi des saucettes un peu dans d'autres conseils jusqu'à présent avec différents projets qu'on a menés. Donc, d'où ma collaboration aussi avec le Centre Franco. À l'origine, je suis un enseignant de l'élémentaire qui a été à la direction d'école pendant quelques années et maintenant, je fais l'accompagnement et dans la gestion de ce projet-là qui nous tient à cœur et que maintenant, on exporte un peu partout là, au Canada et à l'étranger. Oups. Oui. Le Centre Franco nous demande de vous inviter à compléter votre formulaire de présence. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous avez un code QR, vous avez le lien ici que je peux répliquer et aller mettre dans le clavardage. Donnez-moi juste une seconde. J'ai copier-coller ça, mais ça ne va pas être trop long. Et en passant, le lien pour le code QR fonctionne. Je viens justement d'accéder avec mon téléphone au formulaire. Là. Donc, aujourd'hui, ce que nous souhaitons aborder comme sujet, comme Louis l'a présenté, c'est comment l'éducation entrepreneuriale consciente peut donner une voix aux élèves, donner vie à nos idées. Donc, bien entendu, on va s'assurer que tout le monde comprenne bien c'est quoi les principes de l'éducation entrepreneuriale. On n'ira pas très loin. Ça va être une amorce ou une mise à niveau, si on pourrait dire, parce que peut-être que vous avez déjà une idée préconçue ou déjà une expérience dans ce domaine-là. Nous allons faire des liens aussi avec les occasions d'apprentissage en contexte authentique que vous pourriez rencontrer dans vos salles de classe, peu importe le niveau dans lequel vous êtes.
essayer de réfléchir aussi aux facteurs qui favorisent l'engagement des jeunes dans leurs apprentissages et leur développement. Parce que, bien entendu, il y a un lien avec l'éducation entrepreneuriale. Puis les liens avec notre communauté, de quelle façon on peut tisser ces liens-là pour rendre encore plus intéressants les occasions d'apprentissage que nos jeunes pourront faire. Bien entendu, Louis vient de mettre dans le clavardage, si vous avez des questions, si vous avez des réactions. Là, on est en mode VIP, on pourrait dire. Donc, vous pouvez lever la main, écrire dans le clavardage, ouvrir votre micro assez aisément, m'interrompre, puis on va prendre les interventions à la volée. Donc, même chose, n'hésitez pas à ouvrir votre caméra pour que je puisse sentir notre proximité, à moins que vous soyez inconfortable de mettre votre caméra, mais c'est tout le temps plus plaisant quand on est capable d'établir cette relation-là. Oui, la présentation, je vous la partagerai à la fin de la rencontre, Mme Feza. Donc, petit tour de table rapide. Donc, je voulais vérifier avec vous qui vous êtes, dans quel secteur vous habitez, dans quel conseil, école vous intervenez, puis à quel niveau aussi. Donc, je ne sais pas si vous voulez briser la glace ou je vous nomme une après l'autre. Ah, oui, Bonia. Allons-y, je vais commencer. Bonjour, bonjour Jean-Sébastien. Mon nom est Monia. Moi, j'enseigne en 7 et 8 à Gisèle-Lalonde dans une classe de mise à niveau. Alors, Gisèle-Lalonde est située dans l'est de l'Ontario, là, mais à Ottawa, à Orléans. Au CEPEO, CECCE? Ah oui, CEPEO, oui. Merci. Oui. Puis ma fonction, c'est ça, je suis enseignante de classe, puis je joue aussi le rôle d'enseignante ressource en même temps auprès de mes élèves. Magnifique, merci. Oui, merci. Et je me permets d'ajouter que Monia aussi travaille pour le Centre Franco. C'est elle d'ailleurs qui a donné une excellente formation hier sur la ressource attends une minute, aventure décodage. Aventure décodage. Décodage, oui, ouais, exactement. Donc, et puis, Monia, c'est ma voisine en passant de concession. Puis on en donne une autre le 24 Oui. octobre sur l'évaluation. C'est oui. ça. Mm-hmm. Merci, Monia, pour votre présence. Une autre personne qui veut prendre la parole pour se présenter? Vas-y, Pauline. Faudrait ouvrir votre micro. On ne vous entend pas, votre micro est fermé. Je le cherchais, M. Ruiz. Il n'y a pas de problème. Bonjour, mon nom est Pauline Pouma. Je suis coordonnatrice du programme IB. Et, disons, je vais un peu partout dans les classes et particulièrement chez nos grands de 6e année. Vous êtes dans un secteur de l'Ontario en particulier? Oui, je suis en Ontario, CPO, Népine, Ottawa. Parfait. À l'école élémentaire Michael et Jean. OK. Enchanté. Enchanté. Madame Madani? Oui, bonjour, c'est Madame Faiza. J'ai fait un cours chez Madame Monia l'année passée, écriture partie 1. Et j'ai beaucoup adoré. J'ai appris beaucoup et j'ai appliqué les stratégies et c'était réussi à 100%. Merci. Cette année, j'enseigne Aleph Pana et j'enseigne aussi les sciences à toute l'école de la première à la 6e année. Merci. C'est ça, merci. Rappelez-nous dans quelle école vous êtes? À Windsor, conseil scolaire Viamonde. Merci. Merci. Marie-Édic? Oui. Je n'ai vraiment pas le choix. Ah oui, moi c'est Marie-Édic Rosenberg, puis je suis en Ontario. Je travaille pour le Conseil des écoles catholiques Centre S. Je suis en maternelle jardin. Je suis juste curieuse de voir ce qui se passe avec cette formation. Parce que je me demandais en maternelle jardin, mais probablement... il y a des choses à faire, bien sûr. OK, alors je suis curieuse, puis j'attends.
Bien sûr. Je vous donnerai des exemples qui se vivent dans des classes maternelles jardin, dans des écoles de l'Ontario aussi. D'accord. Merci. Merci. Et Brad? Est-ce que M. Brad est disponible? Oups. M. Brad a disparu. On va peut-être le reprendre un petit peu plus tard. Donc, poursuivons. Merci pour ce tour de table. En commençant la rencontre, j'aimerais ça d'abord qu'on puisse voir qu'est-ce que vous pensez connaître de l'éducation entrepreneuriale pour vous. Qu'est-ce que ça évoque? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça fait dans les écoles? Donc, pour y arriver, je vous ai partagé un lien pour aller travailler sur Miro. D'abord, Miro, c'est comme un grand tableau blanc sur lequel on a connu aussi là, des Jamboard ou des applications du genre. J'aime bien utiliser Miro parce qu'on peut accueillir plus de personnes. Jamboard était limité à 35 personnes, mais aussi en plus, là, il n'est plus en fonction. Vous pouvez prendre le code QR. Sinon, je vais aller chercher le lien aussi dans la présentation. Ça ne sera pas bien là. Voilà. Donc, normalement, je devrais vous voir arriver dans la séance ici, si vous appuyez sur le lien ou si vous vous branchez avec nous. Hey. Donc, maintenant, ce que je vais vous demander, vous pouvez déplacer votre curseur avec votre souris. Vous pouvez prendre un post-it et aller l'installer ailleurs dans la fenêtre et inscrire à votre avis. Qu'est-ce que c'est que l'éducation entrepreneuriale? Comment vous la définiriez? Qu'est-ce que ça fait dans les écoles? Parlons-en. Allons-y avec vos connaissances initiales, puis on va pouvoir après ça poursuivre là-dessus. Donc, pour écrire, on double-clique dedans généralement. Vous pouvez aussi zoomer avec la roulette de votre souris si vous voulez grossir votre post-it pour être capable de plus facilement écrire dedans. Si vous voulez vous déplacer dans l'écran, c'est bouton de droite généralement pour bouger l'environnement dans lequel vous êtes. Monia? Oui, c'est bizarre. Je ne reçois pas les liens partagés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez pris le lien dans le clavardage ou vous ne les voyez pas? Non, je ne vois pas les liens dans le clavardage. Ah. Est-ce que les autres, vous les voyez? Pauline, oui. Louis, oui. OK. Sinon, voulez-vous que je ramène... regardez ce que je vais faire. Là, vous êtes dans mon partage d'écran. Je peux peut-être revenir momentanément avec le code QR si vous voulez l'ouvrir sur un autre appareil. Oui, s'il vous plaît. Merci. Je me permets une petite question, Monia. Est-ce que tu vois autre chose dans la boîte de clavardage ou tu vois rien? Non, je ne vois rien. Ben, je vois juste ce que moi j'ai écrit. Est-ce que toi, tu vois, Louis, ce que j'ai écrit? Non. Non. OK. Attendez. C'est bon, je vais... Je te laisse fouiller, puis sinon, ben, écris-moi, puis on va essayer de t'aider. Parfait, merci. Oui, Pauline? Moi, je ne sais. J'ai ouvert le lien, j'ai même pris mon post-it pour l'écrire. J'ai manqué de faire le double-cliquer parce qu'au moment où je voulais juste porter le post-it, j'ai la fenêtre CPO qui s'est ouverte pour dire, voulez-vous vous connecter avec votre CPO? Je pense que... Et vous avez ça m'a perdu le amené lien? partout. C'est bien, bien. Mais êtes-vous capable de faire un retour en arrière parce que c'est C'est ce possible que aussi? je fais, mais il me ramène à rejoindre une équipe dans CPO maintenant. OK, mais dans le haut, vous avez des onglets. Fait que ils appellent ça des boards, des tableaux. Il est possible que vous ayez transféré de tableau sans le vouloir. OK. Fait que regardez dans le haut de la fenêtre, vous avez
le tableau dans lequel je vous ai invité, ça s'appelle Groupe de pense-bête. Ça s'appelle? Groupe de pense-bête. Ah, OK. On va se donner quelques minutes encore. Si c'est compliqué, on pourra le faire à l'oral. Marie-Édique, est-ce que ça va? Monia, est-ce que la main levée, c'est l'ancienne main ou il y a une autre question? Non, ça va, je n'ai plus de questions, mais je n'ai pas réussi, mais sinon, je pourrais parler. Oui. Madame Fézard, est-ce que ça va? Hélène, une nouvelle invitée. Bonjour Hélène. Oui, ça va, ça marche. Vous pouvez en faire plus qu'un. Donc là, actuellement, j'en vois qui en ont placé. Encourager l'élève à démontrer sa force, encourager les élèves à réaliser des projets. L'éducation entrepreneuriale, c'est donner la voix aux élèves pour changer le monde, écouter et partager ses propositions, donner vie à leurs idées, leadership. Pauline, vous avez retrouvé votre fenêtre? Non? Peut-être fermer votre l'onglet du navigateur puis reprendre à partir de départ. Je peux revenir avec le code QR ici ou le lien dans le clavardage. Si vous remontez dans le clavardage, le lien est encore là. Écouter et partager les propositions, responsabiliser les élèves, les plus grands aident les plus petits. On se donne une petite minute encore, et après ça, on va synthétiser oralement ce que vous avez comme découverte. Puis ceux qui n'ont pas été en mesure de contribuer directement dans le Miro, vous pourrez le faire à l'oral si vous le souhaitez. Certaines personnes, s'ils le souhaitent, peuvent aussi le mettre dans le clavardage, sauf que Monia, on sent que ça a été difficile pour vous. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un X à côté de votre nom, comme si vous étiez déconnecté. Pourtant, je suis là. Je vais me déconnecter, je vais revenir, OK? Essayons. Oui. Je vais faire la même chose, mais j'ai mis mes idées dans le chat. Je vais me déconnecter pour voir ce qui se passe. Très bien, revenez. Oui. Essayez de nous écrire un petit mot, Monia. Ah, ben oui, bonjour. Je vais le remettre le lien ici parce que dans le fond, vous n'avez pas ce qui était dans l'historique de présentation, vous ne l'avez pas vu. Vous êtes en mesure d'y accéder? Non, pas plus. Allez-y, je ne vais pas retarder votre présentation. OK. Donc, si je reviens, si vous revenez dans mon partage d'écran sur la présentation d'aujourd'hui, on voit que certaines personnes disent que l'éducation entrepreneuriale, c'est encourager les élèves à réaliser des projets ou à démontrer sa force, à se responsabiliser. C'est important d'écouter et partager ces propositions. Les plus grands qui peuvent aider les plus petits. Partenariat avec les collègues sur des projets au niveau de l'école. Oui, ça peut amener ça. Leadership, donner vie à leurs idées. Il y a Pauline qui a aussi mis ici, amener les élèves à devenir des agents de milieu. L'agentivité, oui. On dirait chez les petits, c'est un mot riche. Passer à l'action car chaque idée compte et démontrer de l'audace. Est-ce qu'il y en a qui veulent verbalement proposer d'autres idées?
Monia, vous aviez des idées à partager tout à l'heure? Et moi, je partageais, c'est certain que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est de répondre à un besoin de la communauté pour aider aussi notre communauté. Mais j'aime beaucoup qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que les autres ont suggéré. Oui. Ce que j'aime particulièrement, c'est que souvent qu'on fait ça avec des gens qui ont un peu moins d'expérience en éducation entrepreneuriale, l'idée du kiosque à limonade sort souvent rapidement. L'idée de faire des petits hommes d'affaires ou petites madames d'affaires, puis de faire du commerce avec les jeunes, ça, c'est souvent une idée préconçue de l'entrepreneuriat à l'école. Moi, je suis particulièrement heureux de voir que ce n'est pas ressorti. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas présent dans vos têtes, mais ce n'est pas ressorti sur le tableau qu'on a partagé. Donc, si je reviens à la présentation, est-ce qu'il y en a qui veulent ajouter des choses qui n'auraient pas été dites avant que je passe à encourager l'élève? On a une qui est en train d'écrire. C'est finir là. Encourager l'élève à chérir ses idées ou ses projets. Oui, et à la matérialiser. Je vais arriver avec des mots différents un petit peu, mais qui sont très, très proches de ce que vous présentez actuellement. Donc, chez Idée Éducation entrepreneuriale, si vous revenez avec moi sur Teams dans la présentation, notre philosophie est basée sur 2 types de développement. D'abord, le développement de la personne. Ça veut dire que ce qu'on souhaite, nous, avec les jeunes, c'est de développer leur entreprise de soi, où on dit souvent s'entreprendre. Ça veut dire faire en sorte que les jeunes soient conscients que je peux devenir une meilleure personne, je peux m'améliorer sous un aspect ou un autre. Ça peut être, je peux être plus confiant, je peux être plus initiateur, je peux être plus créatif, je peux être être un meilleur leader, je peux être plus autonome, plus débrouillard et compagnie. Ou d'être capable de reconnaître aussi que j'ai peut-être des éléments qui sont des forces, d'autres qui sont des défis. Donc, l'entreprise de soi. L'esprit d'entreprendre, c'est de se mettre en marche, d'être capable d'actionner des idées, de les mettre en œuvre. L'esprit d'entreprise, on va le voir davantage chez les plus vieux. Donc, pour plusieurs, vous étiez à l'élémentaire. Donc, on va voir l'esprit d'entreprise apparaître chez des vieux qui commencent à se dire, ben, peut-être que j'aimerais ça faire quelque chose, tondre des pelouses l'été, faire du gardiennage ou des choses comme ça, où là, ils vont commencer à imaginer avoir leur petite entreprise à eux. On va le voir aussi peut-être chez des plus petits, mais nous, on va le travailler davantage de façon plus claire avec des plus grands. Construction identitaire, mais vous le voyez dans un francophone, l'esprit francophone en Ontario est très fort pour être capable de travailler notre identité collective, mais individuellement aussi. À quel groupe je m'identifie? C'est quoi mon sentiment d'appartenance? Je suis fier d'appartenir à ma classe, à mon école, à ma famille, à mon club d'échecs, à mon équipe de hockey. Donc, construire son identité, apprendre à se connaître, à se découvrir, puis aussi, tout ça se fait dans un esprit très orientant aussi. La santé globale, donc, il y a quelqu'un à un moment donné qui a dit que ça prend un esprit sain dans un corps sain. Si on veut aller au bout de nos idées, je pense qu'il faut avoir cet équilibre-là aussi. Comment on peut travailler notre bien-être. Je sais qu'en Ontario, dans vos curriculums, c'est quelque chose qui est très, très présent aussi. Donc, comment on peut travailler notre santé globale pour être capable de mettre en œuvre nos idées, d'aller au bout de celle-là aussi. Donc, développement de la personne et développement portée sociale, c'est, comme Monia l'a mentionné, d'être capable de répondre aux besoins de notre communauté dans un contexte de développement viable et durable. On parle beaucoup de ça, de développement durable actuellement, avec les objectifs de développement durable des Nations unies. Vision entrepreneuriale qui va être éthique et socialement responsable et humanisante. Donc, on veut que nos jeunes, par le biais de cette approche-là, puissent devenir des acteurs de changement dans leur communauté, puissent être des influenceurs positifs pour leur communauté. Puis ça, être influenceur, ça n'a pas besoin d'être adulte, ça n'a pas besoin d'être ado. On a des gens qui étaient en maternelle jardin, mais j'ai vu des petits être capables d'influencer le parcours de certaines idées de grands. Donc, il ne faut jamais, à mon avis, les sous-estimer. Puis, la particularité de notre équipe, c'est qu'on parle d'entrepreneuriat conscient. Donc, le conscient fait appel à
à cet esprit réflexif-là qui fait qu'on est conscient de l'impact de notre mode entrepreneurial sur nous-mêmes, sur les autres, sur ma communauté, sur mon environnement, mon écosystème. Chaque fois qu'on prend une décision, elle a un impact à quelque part. Donc, est-ce que je suis capable de le mesurer, cet impact-là? Est-ce que je suis capable d'anticiper quelle retombée aura mon projet sur les autres, sur moi? Parce que sur moi, ça peut être sur mes apprentissages, ça peut être sur mon développement personnel, ça peut être sur ma confiance, ça peut être sur plein d'éléments. Sur les autres, ça peut être je rends service, j'aide, j'améliore la qualité de vie de d'autres. Sur mon environnement, bien, je peux améliorer l'écosystème, je peux le préserver. Donc, d'amener cette démarche réflexive-là, puis le conscient, mais c'est tout le temps ça aussi dans notre approche pédagogique, la métacognition, la démarche réflexive qui est très, très, très présente. Et ça nous amène à développer ce qu'on appelle un profil de sortie en entrepreneuriat conscient. Dans le fond, les cibles éducatives qu'on vise sont celles-là. Et ça, c'est la représentation pour nos écoles en Ontario. Donc, on va développer, bien entendu, les compétences transférables que vous connaissez assez bien, mais il y a aussi des aptitudes, fierté identitaire culturelle, la recherche constante d'innovation, de l'engagement, la contribution humanitaire. Et après ça, on arrive dans le développement des qualités qui sont souvent celles associées au domaine entrepreneurial formel. Mais on les a mis dans un ordre assez intéressant. On commence par la confiance en soi. Ceux qui travaillent avec des élèves plus en difficulté ou même dans une classe régulière, vous le savez, les élèves qui ont plus de difficultés, mais ils n'osent pas se lancer, ils n'osent pas essayer. On pense que si on travaille d'abord sur cette confiance-là, on va mettre de l'essence dans le moteur des jeunes. C'est-à-dire qu'ils auront peut-être le goût d'oser des choses, d'essayer des choses, puis tranquillement prendre confiance au fur et à mesure qu'ils vont vivre des succès. Et la curiosité. Aussi curieux que ça puisse paraître, il y a un paradoxe dans notre monde scolaire. Dans chaque école, il y a des jeunes qui n'aiment pas aller à l'école. Mais je ne connais pas aucun jeune qui n'aime pas apprendre. Les jeunes aiment apprendre. Mais en 2024 particulièrement, ce n'est pas toujours à l'école qu'ils aiment apprendre. Comment on peut faire pour que l'école redevienne un lieu d'apprentissage apprécié par les jeunes? Comment on peut faire pour que l'école soit un lieu où les jeunes ont le goût d'éveiller leur curiosité, puis de fouiller, puis de découvrir des choses dans le milieu scolaire? Donc, je pense que ça nécessite une prise de conscience du monde scolaire aussi, de dire, y a-t-il des choses qu'on peut changer, améliorer, modifier pour faire en sorte que les jeunes aient davantage le goût d'apprendre à l'école, pas juste en dehors, dans leur vie civile. Donc, comment on peut rapprocher cette vie civique-là et avec le monde scolaire? Donc, pour ça qu'on les a mis en premier, mais toutes les autres sont très importantes aussi, là, ingéniosité, leadership, conscience entrepreneuriale, vision humanisante, empathie, etc. Après ça, nos rôles qu'on veut donner aux jeunes, c'est d'être initiateurs, réalisateurs et gestionnaires des idées qu'ils ont mis de l'avant. Tantôt, il y a quelqu'un qui parlait dans le Miro. On veut essayer d'activer les idées des jeunes pour qu'ils soient capables de les mettre en œuvre. Donc, c'est un peu dans cet esprit-là. Quand on parle dans notre langage chez l'éducation entrepreneuriale d'initiateurs, réalisateurs et gestionnaires, je vais vous faire des petits dessins. La plupart du temps, dans les écoles dites, je vais dire, conventionnelles, les jeunes sont surtout des réalisateurs. C'est-à-dire que l'enseignant, sa démarche pédagogique, étape 1, 2, 3, 4, 5, suit la démarche, ça va bien aller, c'est sécuritaire pour toi, puis c'est aussi sécuritaire pour moi comme enseignant. Ce qu'on souhaite, nous, c'est que petit à petit, et de plus en plus, les jeunes puissent jouer les rôles d'initiateurs et de gestionnaires des projets dans lesquels ils sont impliqués. Donc, comment on peut faire pour guider les jeunes pour qu'ils puissent trouver des idées, imaginer la route à suivre, agir en leader, faire preuve de créativité, prendre les devants, faire preuve de dynamisme? Ça veut dire que nous, comme enseignants, il faut accepter de dédouaner, entre guillemets, certaines pratiques qu'on garde sur nos épaules comme enseignants. Parce que généralement, on s'entend, l'initiateur puis le gestionnaire de projet, ça va être en grande majorité l'enseignant dans les classes dites conventionnelles. Et le gestionnaire, est-ce que le jeune peut participer à l'évaluation du projet,
de ses apprentissages, du fonctionnement de l'initiative? Est-ce qu'il peut participer à la planification, à la coordination, à la gestion du matériel, des équipes, des budgets ou peu importe? Donc, toutes ces occasions-là qu'on ne permet pas habituellement dans les classes dites conventionnelles, et si on en petit à petit, puis là, c'est important que vous m'écoutiez, petit à petit, graduellement, parce que c'est souvent l'enseignant de la misère à enlever ça sur ses épaules puis à l'attribuer ou à le permettre aux jeunes de jouer ces rôles-là, parce que culturellement, là, je vais utiliser des gros mots, on agit souvent encore en maîtresse d'école des années 60. C'est-à-dire qu'on est sur notre tribune, puis on aime ça quand tout est sous contrôle, puis en même temps que tout va bien pour nous. Mais on est capable, imaginons tout le potentiel d'apprentissage qu'on est capable d'aller chercher si on permet aux jeunes d'être davantage initiateurs puis davantage gestionnaires des initiatives dans lesquelles ils sont impliqués ou engagés, ou dans lesquelles on les invite à faire partie aussi. Donc, je pense qu'on vient de multiplier des occasions d'apprentissage qui sont souvent très authentiques par le biais de cette approche-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent? Des réactions? Est-ce que ça fait du sens? Oui. Dans le fond, vous voyez que l'éducation entrepreneuriale va être beaucoup centrée sur ce que les jeunes sont capables de développer personnellement pour amener une contribution à leur communauté. Mais c'est quoi exactement l'engagement? Puisque Miro, tout à l'heure, a moins bien fonctionné, je vais vous demander, dans le clavardage et ou oralement, de me dire, pour vous, c'est quoi l'engagement? C'est quoi un élève engagé ou c'est quoi s'engager dans un projet ou dans la vie de tous les jours? Il y en a qui veulent nous partager leurs idées. Je vous invite à vous engager dans le partage de votre définition de l'engagement. Pas si simple. Je vois Monia faire les yeux froncés. Je ris, non, mais je parle beaucoup. Je pense à mes élèves quand tu dis ça. Puis, tu sais, l'engagement, pour moi, c'est aussi de l'engagement personnel, mais intellectuel. Tout à fait. Oui, c'est être capable de participer pleinement puis vouloir faire partie d'un projet. Oui. On écrit ici l'effort déployé par l'élève pour réaliser son objectif. Oui. Donc, ça rejoint un peu ce que Monia verbalisait aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager leurs idées de ce que c'est l'engagement? On est peu nombreux, là. Soyez pas gênés. Est-ce qu'il y avait un autre Miro là? Parce que je suis en train d'écrire dans l'ancien. Mais en fait, ce que j'ai dit, Pauline, c'est que puisque ça a été compliqué pour certains de se rendre dans le Miro, qu'on allait le faire verbalement. Ah, OK. OK, je peux le dire. Ben oui, allez-y. J'ai écrit l'élève engagé, c'est celui qui initie son projet. Et aussi, j'ai choisi trois définitions là. L'engagement, c'est lorsque je trouve mon compte dans un projet ou lorsque le projet rejoint mon bien-être, ma passion. Là, je sais que je suis engagée, je vais m'impliquer. Mais c'est bien ce que vous dites, hein, parce que l'aspect que je retiens, c'est que si ça ne me plaît pas, il y a des chances que je m'engage moins. Oui. Si vous regardez votre travail à vous, la paperasse, par exemple, c'est souvent ça qu'on laisse en dernier parce que ça nous plaît moins. Quand c'est le temps de faire notre budget, faire nos comptes, etc., on laisse ça de côté jusqu'à temps qu'on n'ait plus le choix de le faire parce que c'est pas le fun pour nous de faire ça. Les jeunes ne sont pas différents de nous. Ça, c'est une réflexion qu'il faut souvent avoir. Les jeunes sont-ils si différents de nous? Nous, quand on voit une situation dans la vie de tous les jours qui ne nous plaît pas, il est possible que les jeunes aussi se fassent face à des situations qui ne leur plaisent pas également aussi. Est-ce qu'il y a d'autres définitions ou d'autres associations que vous faites avec l'engagement?
Alors, si je comprends bien, l'engagement, c'est un peu si je me mets si je pense à ma situation, je suis engagée si je vois que ça va faire une différence aussi. À quoi ça va me servir personnellement? Ça a un effet, hein, un effet sur Oui, votre ça a un engagement. effet. Oui, sentir que je peux faire une différence va avoir un effet sur l'effort que je vais mettre. Sans doute, oui. Là, Oui. je n'ai pas encore donné ma définition, là. Je fais juste recueillir ce que vous me dites, puis après, ben, on va aller essayer d'avoir une définition qui serait commune aussi. Mais tout ce que vous dites fait beaucoup de sens. Donc, si on y va ici, euh, l'organisme Monde en Tête a partagé ça, puis je trouvais ça bien comment ils l'ont partagé. Pour eux, l'engagement, c'est se conduire et agir en fonction de ses convictions. C'est un peu ce que Pauline disait. J'y vais en fonction de ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. À l'inverse, si ça m'intéresse moins, ben, je m'engage moins. Se mobiliser individuellement ou collectivement pour atteindre un objectif auquel on croit profondément. C'est un peu ce qui a été mis dans le clavardage, l'effort déployé par l'élève pour réaliser son objectif. Okay? C'est dans d'autres mots. Participer à un projet qui correspond à son opinion. Si quelqu'un nous dit bon, ben, on va aller à gauche pour telle raison, puis toi, tu n'es pas d'accord, là, tu as l'impression d'être obligé d'aller à gauche, ben, tu vas y aller un peu à reculons, ou tu vas hésiter, ou tu vas essayer de faire en sorte d'aller à droite pareil. Donc, si on n'est pas d'accord avec ce que la personne nous propose, mais il est possible que notre engagement soit affecté. Avoir le souci de l'autre avec un grand A en même temps que de soi-même. Je trouve ça intéressant. Si on s'engage, puis on sait qu'on peut amener, comme Monia a dit, une contribution à aider son prochain, ben, peut-être que je vais sentir que je suis utile puis que ma part est importante. Préférer agir soi-même plutôt que d'attendre que les autres agissent. Des fois, on est passif puis on attend des choses qui viennent des autres. Trouver un sens à sa vie dans l'action. Se mettre en mouvement. Tantôt, on parlait d'entreprendre ou de s'entreprendre. Donc, c'est l'action qu'on voit là-dedans. Éprouver de la solidarité avec l'autre. Quand on fait les choses ensemble, qu'on se serre les coudes, puis qu'on a l'impression que collectivement, on fait avancer une cause ou une initiative, on se sent plus fort, on a plus le goût de contribuer également, puis aller au-delà de soi-même. Des fois, l'engagement, ça peut avoir le revers de la médaille de s'oublier, mais je pense que aller au-delà de soi-même, c'est des fois le fait de s'engager, on va apprendre à découvrir des facettes de notre personnalité ou des forces qu'on avait sous-estimées, puis que là vont jaillir, puis que là, hein, je pensais jamais être capable de faire ça par moi-même, puis aller au-delà de ça. Donc ça, c'est ce que Monde en Tête nous propose, que je trouvais qui faisait beaucoup de sens. Est-ce que vous trouvez que ça fait du sens aussi pour vous? Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir? Ça va? Oui, est-ce que je pourrais? Bien sûr. Oui, j'ai écrit que ce sont des définitions justes et toutes sont justes, mais je vais me garder quand même le privilège de retenir la dernière. Aller au-delà de Aller soi-même. au-delà de soi-même, et vous l'avez bien expliqué. Je pense que c'est souvent aussi ça, aussi le frein, que soi-même en tant qu'adulte et même l'élève va se dire, oh ben non, est-ce que je pourrais, oh je vois déjà une montagne, oh, je dis, ouais, mais il faut que tu essayes, si on n'essaye pas, exactement ce que vous avez dit. Oui. Donc, c'est ça qui lorsqu'on le fait, on a osé, je parlais de l'audace tantôt, lorsque je l'essaye, puis je dis, oh, donc je suis capable, et là, ça peut nourrir d'autres idées, projets comme ça. Exact. Souvent, nous, chez nous, on va dire oser, oser. Essayer. C'est comme l'enfant qui n'a jamais mangé de brocoli, puis il dit prends-en au moins une bouchée. Essaye-le. C'est souvent comme ça que tu vas développer ton goût. Une des premières stratégies pour favoriser l'engagement, puis là, je vais vous en donner 6 comme ça, des stratégies pour favoriser l'engagement. La première, c'est la ruse didactique ou la ruse pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous, ça? Là, j'aime beaucoup Monia parle beaucoup avec son visage, mais je ne peux pas en dire autant des autres puisque votre caméra est fermée. Mais à votre avis, quand on parle de ruse didactique, qu'est-ce qu'on veut dire? Souvent, les idées qu'on met de l'avant, ben, viennent de notre tête à nous comme prof. Mais on l'a vu par l'engagement, si on veut que les jeunes s'engagent, il faut que ça vienne d'eux. Ça vienne d'eux. Donc, comment on peut
par un questionnement guidé, par des mises en scène, par des situations particulières, des activités de provocation, faire en sorte que les jeunes arrivent et nous disent « Hey, madame, on pourrait peut-être faire ça. Oh, quelle bonne idée, j'y avais pas pensé du tout. » On est rusé, il y en a qui parlent de manipulation, mais j'aime mieux dire rusé, ça sonne mieux aux oreilles. Et là, on influence d'une certaine façon le cours d'un projet pour que le plus rapidement possible, ça devienne le leur. Ça devienne leurs idées. Et là, on est en train de travailler le jeune initiateur. Hey, madame, on pourrait peut-être faire ça. Hey, avez-vous pensé? J'ai vu telle chose, puis ah ben oui, gadon, c'est intéressant ce que tu me proposes. Ça vient dans la tête du prof. Souvent, je vais dire, fais ta planification au crayon de plomb. Comme ça, si le jeune t'amène une idée qui est un peu différente de la tienne, ben, tu pourras toujours t'ajuster. Mais ça ne veut pas dire que le prof n'a plus d'idées faire de l'éducation entrepreneuriale. Ça veut dire qu'on veut faire en sorte que le plus rapidement possible, ça devienne l'idée du jeune. Ça va peut-être être la même, peut-être un peu différente, mais je peux me faire une tête, puis tranquillement, guider. Comme je peux arriver le matin dans ma classe, puis faire un peu de théâtre. J'ai rencontré telle difficulté, j'ai vu des graffitis sur l'école, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour éliminer ça? Puis là, ben, tranquillement, les jeunes commencent à discuter, puis oups, ils nous sortent des idées. Il y a ici, Pauline nous dit, un jour, j'ai eu une idée, un album jeunesse, un déclencheur que j'ai souvent utilisé ou présenté une vidéo d'une jeune actrice qui montre des actions de jeunes. Donc, y aller par modélisation, y aller par l'exemple, c'est aussi une bonne façon de parvenir. Donc, est-ce que ça va pour la ruse didactique? Faire jouer les rôles d'initiateur, de réalisateur et de gestionnaire, on en a parlé tout à l'heure, permettre aux jeunes justement de pouvoir être plus engagés parce qu'ils font faire partie de toutes les étapes d'un projet. Quand on les met juste réalisateurs, bien, il y a un bout du projet qu'ils ne voient pas ou qui ne savent pas d'où ça vient, où ils arrivent. Tout d'un coup, un matin, on fait une pièce de théâtre. On ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas d'où ça vient, mais le prof, aujourd'hui, il a le goût qu'on fasse maintenant une pièce de théâtre. Mais si on parle tantôt de graffiti, puis là, tout d'un coup, on se met à parler de sensibiliser la communauté sur les dangers de la délinquance ou peu importe. Puis on est en train de monter une pièce de théâtre qui fait du sens avec une conversation qu'on a eue, et là, les jeunes vont comprendre pourquoi ils le font. Donc, le pourquoi est souvent intéressant. On a parlé dès le départ de répondre à des besoins de notre communauté, des défis qui sont présents dans notre communauté, mais ça fait partie des échanges ou des réflexions qu'on peut avoir qui peuvent nous mener vers un projet dans l'angle qui nous plaît, nous, comme profs aussi. Ça ne veut pas dire d'être à l'écart de l'idée, mais j'ai aussi vu des profs. Je vous donne un exemple. Dans une école élémentaire d'un petit village agricole, il y avait beaucoup de chauves-souris au mois de juin qui se promenaient autour de l'école quand la pénombre arrivait. Puis là, les jeunes avaient remarqué qu'ils allaient se cacher dans le toit de l'église. Et là, les gens se sont dit, est-ce que c'est bien ou c'est mal qu'il y ait des chauves-souris? Est-ce que c'est normal qu'ils se cachent dans le toit de l'église? Et là, si on est à l'intérieur, ça ne devrait pas être drôle là, quand on est dans la messe puis qu'il y a quelqu'un qui voit les chauves-souris. Les jeunes se sont mis à se poser des questions. Puis l'enseignante a saisi la balle au bon. Puis là, ben, ils ont fait des petites recherches sur les chauves-souris. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Ben là, ils ont réalisé que finalement, en milieu agricole, c'était peut-être une bonne idée d'avoir des chauves-souris parce que ça peut manger beaucoup d'insectes nuisibles. Et là, ainsi de suite, ils se sont dit, ben là, si l'église, ce n'est pas une bonne maison pour eux, est-ce qu'on peut leur en inventer des maisons? Puis là, ils ont fouillé, puis ils ont trouvé des petites cabanes à chauves-souris. En tout cas, tout ça pour dire que leur questionnement initial est devenu une initiative dans leur communauté pour faire des petites habitations à chauves-souris, puis en même temps faire la sensibilisation sur l'importance de la chauve-souris, mais en même temps en faire attention, parce que si on se fait mordre par une chauve-souris, etc., c'est porteur de rage. Donc, il y a eu tout un petit projet qui aurait pu être un beau super projet de science, mais qui est devenu un projet d'engagement communautaire, d'implication entrepreneuriale, etc. Je vais le repartager à la fin, Monia, le formulaire de présence. Donc, ça, c'est un exemple là, où les jeunes ont été initiateurs, réalisateurs ou gestionnaires du projet. Le temps, se donner du temps, c'est souvent un des facteurs importants que les enseignants manifestent pour dire qu'ils ne sont pas capables de mettre en œuvre un projet. Moi, j'aimerais vous amener une réflexion par rapport à la notion de temps.
On est souvent pressé par les curriculums, ça c'est vrai. L'analyse réflexive ou la métacognition, l'enseignement explicite, qu'on fait avant, pendant et après le projet, ça demeure toujours important, mais on ne prend pas toujours ce temps-là. Il faut le voir comme un investissement de temps. Au fur et à mesure qu'on va entraîner les jeunes à être capables de réfléchir à voix haute, penser à voix haute, être capables d'analyser ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de moins bien, puis etc. Donc, tout l'aspect métacognitif. Mais un jour, dans un délai qui n'est pas si grand, si on les entraîne bien, on va améliorer notre processus d'apprentissage et les jeunes vont. Fait que là, on va accélérer d'une certaine façon ces choses-là. Mais on accorde du temps, et retenez ça, on accorde du temps à ce qu'on juge important. Dans notre routine de tous les jours, si on fait un arrêt sur image de notre routine, est-ce qu'il y a des choses qu'on fait par automatisme parce qu'on a toujours fait ça à l'école, le moment de lecture le matin en rentrant? Je ne dis pas que c'est comme ça maintenant dans vos écoles, mais moi, quand j'enseignais, on commençait la journée avec un 10-15 minutes de lecture parce qu'on trouve ça important, la lecture. Mais en même temps, quand on prend ça avec un pas de recul, est-ce que le matin, c'est le meilleur moment pour amener des nouveaux apprentissages versus la fin de journée où là, les jeunes sont fatigués? Est-ce que notre 15 minutes de lecture, on serait peut-être mieux de les faire à la fin de la journée plutôt qu'au début de la journée? Je n'ai pas une bonne ou une mauvaise réponse, mais juste le fait de se poser ces questions-là, à un moment donné, ça peut me permettre de gagner du temps. Puis d'investir dans la relation, d'investir dans les moments réflexifs avec les jeunes, il faut le voir vraiment comme un investissement et non pas une dépense de temps. Parce que ça va nous faire gagner d'autres choses éventuellement dans notre parcours de l'année. Prenez le temps de prendre du temps pour réfléchir sur le temps. Ça fait beaucoup de temps, là, mais cet arrêt sur image-là est important de prendre un pas de recul, s'éloigner un peu de la fenêtre ou de la forêt, selon l'analogie que vous préférez, pour être capable de voir, y a-t-il des petites choses dans ma journée, dans ma routine, que je pourrais modifier pour me dégager de l'espace, pour me donner de l'oxygène, pour être capable de vivre ces initiatives-là avec les jeunes. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? Ça fait du sens? Oui? Faire confiance au potentiel des jeunes pour vrai. Il n'y a pas un prof qui va dire « j'ai pas confiance en mes jeunes ». Il y en a peut-être qui vont le dire, mais la plupart, on dit qu'on a confiance aux jeunes. Mais est-ce qu'on fait vraiment confiance aux jeunes? Est-ce qu'on serait capable de leur laisser une initiative sur un plateau d'argent et dire ben, allez-y, dites-nous ce que vous pouvez faire avec ça? On a tout le temps comme un petit frein. Ah, ils sont trop petits. Ah, il est juste en première. Ou il est juste en. Je vais vous faire une analogie. Quand moi, mes enfants étaient à la garderie, c'est-à-dire avant d'arriver en maternelle, ils faisaient les muffins avec la madame. C'est-à-dire qu'elle allait dans la cuisine, ils mettaient la pâte dans les moules, puis là, ils mettaient ça au four, puis il était fier, il avait fait une recette avec la madame. Il avait 4 ans, 3 ans, 4 ans. Là, ils sont arrivés en maternelle jardin. Ah, ben là, ils sont bien trop petits pour faire des muffins avec nous autres. Pourtant, l'année d'avant, à la garderie, ils l'ont fait avec la madame. De la même façon, un élève de 6e qui arrive à l'intermédiaire, ah, ben là, ils sont bien trop petits, les jeunes, on ne peut pas faire telle chose ou telle chose ou telle chose. Pourtant, quand il était en 6e, il avait presque les clés de l'école. Il était impliqué à gauche puis à droite, puis il faisait plein de choses. Puis, à chaque transition, on a le même phénomène. C'est pas par mauvaise intention, c'est que pour nous, dans nos yeux, c'est les plus petits de l'école. Mais quand on fait juste changer de bord du mur, c'est les plus grands de l'école. Fait que notre œil est différent en fonction de comment on le perçoit. Ça m'est arrivé dans un cas où il y a une élève, une enseignante de, mettons, 8, 9e année, qui me dit Jean-Sébastien, j'aimerais ça faire un projet sur la qualité de l'eau avec les jeunes, mais il me semble qu'ils ne sont pas très grands pour être capable de comprendre tous les phénomènes inhérents à tout ça. C'est drôle que tu me parles de ça parce qu'hier, j'étais avec un prof de 2e à l'élémentaire qui me disait j'aimerais ça faire un projet sur la qualité de l'eau avec mes amis. Elle ne m'a pas dit qu'il était trop petit. C'est sûr que ça ne sera pas de la même envergure. C'est sûr qu'on n'ira pas aussi loin dans les principes de science ou peu importe. Elle ne vient pas dire qu'ils sont trop petits pour être capables de faire ça. Ils vont juste le faire à leur mesure, avec les mots qu'ils ont, les principes qu'ils ont en tête, mais ne les sous-estime pas parce qu'ils vont être capables de t'épater pareil.
Avez-vous déjà rencontré ce genre de phénomène-là? Que dans notre œil, ils sont vraiment trop petits? Fait qu'apprenez à faire confiance pour vrai à vos jeunes, puis vous ne serez pas déçus. S'assurer de l'authenticité du projet. L'importance de répondre à un besoin, on l'a déjà nommé, mais aussi ne pas faire pour faire. Des fois, on fait des projets pour faire des projets. Ah, ça, c'est cool, on fait un projet. Mais à un moment donné, j'étais dans une école avec il était en train de faire un genre de marché de Noël. Puis le petit gars, il était derrière sa table avec des pots de biscuits. Vous comprenez? Là, tu sais, un pot maçon avec les ingrédients secs pour faire des biscuits. Puis là, tu arrives à la maison, tu mets les œufs et le lait, puis ça fait une recette de biscuits. Fait que lui, il était derrière sa table, puis il demandait, bon, mais j'ai des biscuits, voulez-vous m'en acheter? Et moi, je lui pose la question, pourquoi tu vends tes biscuits? Ben, parce que l'éducatrice me dit de les vendre. Ah, puis tu vas faire quoi avec les sous? Ben, je vais les redonner à mon éducatrice. Fait que le petit gars, lui, il était là parce qu'on lui avait dit de le faire. Fait qu'il avait juste la tête qui fonctionnait. Reprenons la même situation avec un autre petit gars qui est derrière la table et qui vend aussi des pots de biscuits. Mais là, lui, on lui demande, il nous dit, voulez-vous des pots de biscuits pour Noël? Puis là, on lui demande à quoi servent pourquoi tu vends des pots de biscuits? Mais lui, il va me répondre, ben, c'est parce qu'on a une famille dans la communauté dont la maison passe au feu. Puis là, on s'est dit que collectivement, on pourrait peut-être faire de la popote ou ramasser des sous pour acheter des vêtements ou des choses comme ça. Donc, nous, c'est notre cause qu'on soutient. Je n'ai pas besoin même de lui demander à quoi vont servir les sous. Il me le dit d'emblée en me présentant la cause qui est derrière ça. Et ce petit gars-là, lui, il a le cœur qui est connecté à son cerveau. À partir du moment où tu es capable de connecter le cœur et le cerveau ensemble, c'est très, très puissant. On en a parlé tantôt dans l'engagement. Il faut que mes convictions soient touchées. Il faut que j'aie du plaisir. Il faut que je m'engage pour une cause, sentir que je peux être utile à quelque chose. Donc ça, c'est le cœur qui vient se brancher sur justement tout mon potentiel. Donc, pas faire pour faire. Tenez à informer les jeunes, soyez transparents. Bon, mais on a rencontré telle difficulté. Ah, monsieur le directeur ne veut pas qu'on fasse telle chose pour telle raison. C'est correct, je pense, même quand ils sont tout petits, parce qu'ils vont peut-être nous arriver avec des plans B, des plans C, des plans D. Ça, c'est une qualité de l'entrepreneur, hein, d'être tenace, persévérant, de ne pas baisser la garde, de toujours avoir des idées pour aller jusqu'au bout de ce qui nous tient à cœur. Donc, si on est transparent avec les jeunes, peut-être que c'est eux qui vont nous amener la solution. C'est peut-être eux qui vont être capables de nous dire vers où on va pour la suite. Donc, et ça, ils vont sentir qu'on leur fait confiance d'une certaine façon en étant transparent avec eux. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement dire pour préserver, admettons, la vie privée des gens ou des choses comme ça, mais il y a quand même ce principe-là où on les implique même dans ce qui n'est pas facile à recevoir. Ne pas se faire poser la question à quoi ça va servir d'apprendre ça. L'initiative du projet, ben, ça évite ça parce que là, plus c'est authentique, plus les jeunes comprennent pourquoi on apprend ça. Puis ça vous fait plein de traces d'apprentissage que vous pouvez collecter par la suite pour l'évaluer. Un jeune qui va aller présenter dans ses classes, dans les classes de l'école, une initiative ou un projet de solidarité, bien, il est en train de faire des communications orales. Il est en train d'écrire une lettre pour la quincaillerie pour avoir des matériaux. C'est une belle preuve d'apprentissage en écriture. Puis en même temps, bien, les jeunes essaient de faire moins de fautes quand ils écrivent à quelqu'un pour vrai. Puis ça, c'est un autre élément que je vais vous amener aussi. Mais ils ne poseront pas la question pourquoi, madame, on fait ça? Parce qu'ils savent que c'est utile pour le projet, puis ça va contribuer au projet. Il faut aussi accepter d'être challengé. Parce que si on amène une démarche réflexive auprès des jeunes, ils vont se poser des questions sur eux, mais ça se peut qu'ils posent des questions sur vous. Pourquoi, madame, on fait ça plutôt que de faire telle autre chose? Pourquoi on ne prend pas tel chemin plutôt que de prendre tel autre? Et ça, il ne faut pas le voir comme un affront, mais plutôt comme un investissement de leur part pour essayer de trouver le meilleur chemin possible pour réaliser leurs idées. Donc, des fois, ils vont arriver avec des idées qui vont nous brusquer, qui vont nous déstabiliser, mais c'est important de prendre un petit pas de recul puis de se dire, OK, le jeune, lui, il veut que ça fonctionne, puis pour lui, c'est le chemin qu'il aimerait prendre. Donc, c'est maintenant d'avoir le dialogue pour dire, bon, ben, allons-y, mais c'est certain que vous demeurez le capitaine du navire. Ça se peut qu'à un moment donné, vous disiez, OK, gang, on a regardé ça à gauche et à droite, là. C'est là qu'on va, parce qu'on ne peut pas en débattre pendant des jours, là. Ça se peut qu'on arrive à ce point-là. Mais on a eu l'occasion d'en discuter, l'occasion de partager nos idées, puis de donner notre opinion à chaque côté. Est-ce que ça va pour ça?
s'assurer qu'il y a un destinataire. Quand on fait une situation d'écriture ou qu'on fait une situation de communication orale, puis que le seul destinataire, c'est le prof, c'est moins engageant. Quand on sait qu'on doit écrire à quelqu'un qui existe pour vrai, parce que le prof, lui, il habite à l'école, on le rencontre, un enfant, moi, j'étais dans un centre commercial, ça m'est déjà arrivé, puis le jeune me regardait, il dit, qu'est-ce que tu fais dans un centre commercial? Tu t'achètes des choses, toi, dans la vie? T'habites-tu dans le clocher dans le grenier de l'école? Pour eux autres, on n'a pas la même vie que eux. Pourtant, on est des gens habitants de la même communauté qui partageons les mêmes loisirs et tout ça, mais dans la tête des enfants, c'est comme si on n'avait pas ce type de vie-là. Mais dans tous les cas, être capable d'identifier à qui va servir le projet, d'être capable de voir qui en seraient les bénéficiaires, les clients, les groupes cibles, et d'être capable de communiquer avec eux à l'oral, à l'écrit. Bien, tantôt, on parlait de la qualité de la langue, du lien avec les Franco. Bien, je pense que ça aussi, ça s'exerce par des occasions qui sont très authentiques. Ce que je voulais amener par ce Miro-là, je vais le partager à l'écran. C'est que quand on travaille dans une école, il y a toutes sortes d'occasions qu'on peut avoir qui favorisent plus ou moins l'engagement, plus ou moins l'authenticité. Puis on peut en inventer toutes sortes de situations. J'en ai mis quelques-unes à titre d'exemple, puis on pourra échanger à ce sujet-là. Comme par exemple, présenter son jouet favori. Moi, j'ai souvent vu ça comme sujet d'une communication orale en classe chez les petits. Viens me présenter ton jouet préféré ou ton toutou ou ton plus beau voyage. Donc, au niveau de l'engagement, ben, le jeune, il fait juste reproduire ce qu'il a vécu ou il suit le canevas que le prof lui a donné. Puis au niveau de l'authenticité, ben, dans mon analyse à moi, c'est un peu une présentation qui est artificielle. Je le fais là, c'est comme je le présente, puis après ça, c'est fini. Ça ne m'amène pas sur d'autres choses. Oui, c'est un vrai toutou, oui, c'est un vrai jouet, mais c'est quand même une situation qui est fabriquée de toutes pièces. Par rapport à produire des balados, où là, j'aurai un sujet sur lequel je veux parler et je veux inviter les gens à comprendre une situation, à être sensibilisés. Je le diffuse pour vrai. Il y a des vraies personnes qui vont l'écouter. Donc, au niveau de l'authenticité, à mon avis, c'est supérieur à une présentation de jouets, par exemple. Puis au niveau de l'engagement qui est nécessaire, c'est certain que c'est plus engageant parce que là, tu as la présentation, il faut qu'elle soit de bonne qualité, qu'elle soit audible, qu'elle soit intéressante. Là, je dois la produire, la diffuser, la promouvoir, etc. Donc, il y a beaucoup plus d'étapes autour, mais en même temps, le résultat va être aussi à portée beaucoup plus large avec un auditoire qui est authentique. Comme par exemple, animer des jeux à la récréation. On peut créer des situations où les jeunes, tantôt, dans la définition de l'entrepreneuriat, il y en a qui disaient les plus petits qui viennent être aidés par les plus grands, ben, les plus grands pourraient aller expliquer le jeu. J'essaie de trouver un jeu qui pourrait être populaire chez les petits, mais qui pourrait aller expliquer un nouveau jeu de récréation aux plus petits. Puis là, ben, c'est les jeunes qui sont responsables de l'animer sur la cour pour être sûr que ça se déroule bien avec les règles, sous forme un peu comme s'ils étaient des arbitres du jeu. Donc ça, c'est assez engageant et c'est assez authentique aussi. Donc, on a déjà vu aussi inventer un personnage imaginaire pour le présenter. Mais pourquoi on n'écrirait pas une histoire ou on ne ferait pas un album avec des personnages imaginaires qu'on vient d'inventer plutôt que de juste l'inventer? Je lui donnerais vie à travers un récit qui pourrait après ça être publié, diffusé, mis en ligne ou peu importe. Là, je viens de donner une autre coche d'authenticité à une situation qu'on voit de façon assez récurrente dans les écoles. Donc, c'est juste un petit schéma pour vous montrer que les situations peuvent varier en termes d'engagement et d'authenticité. Puis c'est des situations qu'on voit dans notre quotidien dans les écoles. Mais vous voyez juste le petit shift, la petite twist que j'ai faite avec les personnages fictifs. Bien, c'est souvent ça, l'éducation entrepreneuriale. Il y a plein de choses que vous faites dans vos salles de classe qui sont plus ou moins engageantes, mais pour lesquelles je pourrais, si je me prends le temps de m'arrêter, dire comment je peux incliner ma chaise différemment un petit peu pour donner un petit peu plus de pouvoir d'agir aux jeunes. Comment je peux faire pour que graduellement, les jeunes puissent avoir davantage d'occasions d'inventer, créer,
proposer des choses qui pourraient être mises en œuvre dans ma classe. Donc, si on le place comme ça, ben, on peut visualiser d'une certaine façon des situations dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il y en a qui veulent proposer un projet qu'ils vivent pour voir comment ils pourraient se positionner de façon plus intéressante au niveau de l'engagement ou de l'authenticité dans leur salle de classe? Des projets que vous vivez à chaque année, que vous dites, ah, ça pourrait être le fun peut-être si on lui donnait une petite twist entrepreneuriale. Il y a des idées qui vous viennent en tête. Pardonnez-moi, là. L'exemple que vous avez donné avec les jeux, Oui. Moi, il m'a parlé parce que c'est ce que j'ai vécu la dernière année où les grands de 4e, 5, 6 étaient venus me voir, madame. C'est surtout en hiver aussi et au début de printemps, lorsqu'on n'a pas trop de choses à faire dans la cour d'école pendant l'hiver et même lorsque le beau temps arrive, c'est souvent les mêmes jeux. Donc, les grands sont proposés d'aller passer les récrés avec les plus petits parce qu'on a 2 récrés, j'ai trouvé, puisque ça vient des élèves. Quand ça vient des élèves, c'est sûr que c'est toujours magnifique. Et là, on essaie de voir, OK, je leur demande, c'est quoi votre plan de match? C'est dont vous avez besoin? Donc ça m'a parlé parce que c'est ce que j'ai vu dans mon école. Mais bravo. Et cette année, vu que les élèves nous entendent toujours dire, ah, il y a eu des bris de photocopie, il y a des bris de photocopie. Ça fait que lorsque les papiers se plient en accordéon, on les rapporte dans la classe pour faire du note brouillon lorsqu'on veut travailler et tout. Et il y a une classe de 6e où des élèves sont venus me dire, madame, est-ce qu'on peut faire de vérifier combien de papier la machine broie chaque semaine? Ça va nous permettre de voir combien ça coûte de papier. Et puis, ils font partie du club écolo. Donc, j'ai compris que, ce sont les élèves écologistes de l'école. C'est à ce moment-là, c'est l'idée qui est sortie. On n'a pas encore, mais j'ai trouvé que, ben ça, c'est génial. Peut-être c'est les élèves là. Je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire en premier? Est-ce qu'on peut demander au concierge de ne plus les toucher et on les récupère à la fin de la journée avant de partir à l'école? On va les compter combien de papier, de rames de papier. Vous voyez, ça, c'est ce qui est en ce moment-là, qu'on m'a dit depuis 2 semaines, mais je ne me suis pas encore assise avec ce groupe d'élèves. Vous savez que, est-ce que le groupe écolo, c'est parce que vous faites partie du programme Éco-École? Ben oui, mais on n'a même pas encore lancé que les élèves, je pense que ce sont les anciens élèves du club écolo. Mais le groupe n'est pas encore parti. On démarre ça, là, peut-être les prochains, oui. Parce que dans les initiatives, les actions qu'on peut choisir chez Éco-École, il y a le papier Bernache qui est justement de récupérer du papier qui est imprimé juste d'un côté. Oui, papier Bernache. Oui, donc ça, c'est une des actions, mais je sais aussi que dans les systèmes de photocopieuses, parce que vous pouvez envoyer des photocopies directement par le biais de votre ordinateur. OK. Le logiciel qui gère ça est capable maintenant, je ne sais pas si c'est la même compagnie que j'ai vu dans un autre conseil, mais dans un conseil ontarien, j'ai vu qu'il était capable d'évaluer combien de papier, quelle valeur avait. Fait qu'à chaque fois que j'imprime, ils savent combien ça coûte. Donc, déjà dans le système, la machine calcule ces éléments-là. Vous pouvez peut-être demander à un collègue qui est plus, entre guillemets, administrateur du système de photocopie, si c'est le cas. Mais ça pourrait faciliter le travail de vos élèves là, pour être capable de valoriser qu'est-ce que ça coûte, tant de papier, parce que tu as le papier, tu as l'impression, tu as la location de la machine, tu as la poudre d'encre, etc., donc, qui rentrent dans le coût d'une impression. Mais il y a des choses comme ça qui existent. Mais en tout cas, c'est ce que j'apprécie, Pauline, c'est votre ouverture. Et cette ouverture-là, nous, on appelle ça la posture entrepreneuriale de l'enseignant, c'est-à-dire ma prédisposition à accueillir les idées des jeunes, à les écouter, à les analyser, puis à les laisser se former. Donc, bravo, parce que Merci. On aurait le choix de dire, ben écoutez, les amis, là, on n'a pas le temps. Il faut passer à d'autres choses. De la même façon que... Allez-y, Pauline, vas-y, je vais vous terminer. Je sais que vous venez de dire là, je pense que peut-être on peut vérifier au niveau du nombre de copies. Peut-être chaque enseignant imprime. Je sais que ça, par contre, parfois la secrétaire nous dit, ben toi, tu as utilisé tel 2000 papiers ce mois-ci. Je pense que ce que l'élève et ses élèves, ce groupe de 3 élèves étaient venus, c'était pour me dire, parce qu'ils voyaient le bac. On utilise, oui, le papier Bernache, le papier Bube là. Mais leur intention, c'était parce qu'ils avaient vu le bac avec les papiers déjà froissés en accordéon. Ceux qui ont coincé dans la machine. Oui, et il dit, madame, oh, waouh, et c'est encore tous les papiers
je vais dire qu'on peut utiliser. Il disait, tout ça, ça fait combien de papier comme dans une boîte de rames? Vous voyez les rames, la boîte de rames. Donc, il veut compter pour vérifier combien de rames de papier et tout. Je dis, OK, il faudrait qu'on s'assoie. Et puis... Mais en fait, la démarche est intéressante. Et là, il y a plein de choses en mathématiques qu'on peut aller chercher là-dedans aussi. Là. Fait que, certainement Merci. quelque chose d'intéressant. Mais ce que j'allais mentionner, c'est que, attendez, au niveau de la posture entrepreneuriale, on a parlé, c'est pas grave, je reviendrai. J'avais eu comme un pop-up. Ah oui, mon pop-up, c'est justement ça. On a toujours des jeunes dans nos salles de classe qui ont la main levée. Madame, j'ai une idée. Madame, j'ai une idée. J'aimerais ça prendre la parole. Nous, quand on a un pop-up, là, il va nous rester dans la tête. Tu sais, il y en a même qui, la nuit, laissent un petit calepin sur leur table de chevet parce que quand ils se font réveiller par quelque chose, tant qu'ils ne notent pas sur le petit papier, ils l'ont dans la tête, ça les empêche de dormir. Les enfants ne sont pas différents. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de canaliser leur énergie comme nous, on a appris à le faire. Donc, le petit gars, lui, qui a tout le temps la main levée parce qu'il a tout le temps plein d'idées qui lui apparaissent dans la tête au moment inopportun. Oh, wow. Mais si on lui disait, si on lui permettait de le déposer sur un post-it, puis de dire, mais gars, écris ton idée, on va la mettre sur le mur à idées, puis tantôt, quand on aura 10 minutes, on va aller traiter ton idée. Donc là, je le sors de ma tête, je le mets sur un post-it, mais on va le traiter plus tard. Un peu comme nous, la nuit, on le met dans notre calepin, puis on va le traiter le lendemain matin. Mais au moins, on vient de... quelque chose de merveilleux, là. C'est vrai, en plus. Et nous, l'adulte, on y pense, mais on ne voit pas. Ce que vous êtes en train de dire, là, j'essaie d'imaginer. Je dis, oh, combien de fois j'ai... OK. Ou simplement dire, attends, mais c'est vrai ce que vous dites, hein? Parce que nous, si on applique certaines façons de garder nos idées, pourquoi ne pas le dire à l'élève? Parce qu'à un moment donné, parfois, on se dit, oh, t'as trop d'idées, toi. Ben oui. Puis, merci, ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes intéressantes, les idées, mais au moins, on vient d'accorder aux jeunes le droit d'avoir des idées. L'école a souvent censuré les idées des jeunes où on n'a pas dédouané. Tu sais, on parlait de curiosité tout à l'heure ou de créativité, mais si on éteint à chaque fois que les jeunes ont des idées, on les éteint parce que nos normes sociales de classe sont en place, ben, on va vouloir qu'ils soient créatifs, le feu ne sera pas allumé. Il va falloir comme vraiment souffler fort sur la braise pour faire émerger la créativité. Donc là, si on permet des conditions facilitantes pour faire émerger cette créativité-là, en disant, ben, ton idée, dépose-la sur un post-it, on va la mettre sur le tableau, puis tantôt, on va y revenir. Mais peut-être que le petit gars va sortir ça de sa tête, puis il va redevenir disponible à la classe. Donc, en tout cas, c'est des petites stratégies comme celle-là, tout le temps en se disant, moi, comme adulte, je réagirais comment dans une situation comme celle-là? Et ma stratégie, si elle est bonne pour moi, mais elle pourrait peut-être être bonne pour un jeune aussi, mais comment je crée ces dispositions-là dans ma classe? Ça fait du sens? Donc, il est déjà 17h39. J'aimerais ça qu'on garde du temps pour des échanges, des réflexions. On avait dit en début de présentation comprendre l'éducation entrepreneuriale. On voulait faire des liens avec des occasions d'apprentissage en contexte authentique. Pauline en a donné quelques exemples aussi récemment. Réfléchir sur des facteurs qui favorisent l'engagement, puis saisir l'importance de tisser des liens avec cette communauté. Ça, on en a moins parlé. Est-ce que vous connaissez le métier des parents de votre classe? Est-ce que vous savez ce qu'ils font comme hobby en dehors de leur travail? Une bonne question, hein? Oui, oui, comme hobby, le métier, oui, mais comme passion, pas nécessairement, non. Même chose avec vos collègues, vous savez qu'ils enseignent avec vous, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont comme passion en dehors de leur travail? Est-ce que vous le connaissez bien, votre équipe de collègues? Nous, ce qu'on recommande aux écoles, on connaît quelques-uns, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Nous, on conseille aux écoles qu'on accompagne de faire cet inventaire-là. On l'appelle l'inventaire du potentiel humain de notre communauté. Vos collègues, vous savez ce qu'ils font comme travail, mais nommez-les, faites-le systématiquement. Toi, dans la vie, est-ce que tu es aussi un coach de basket? Est-ce que tu es un chanteur, un photographe, un DJ? Il y en a qui font ça aussi comme passe-temps ou comme petit hobby ou comme sideline. Donc, et ça peut un jour servir
Parce que si je suis dans un projet, puis j'aimerais ça avoir la contribution d'un DJ pour faire fonctionner une console de son, parce que là, je fais une chaîne de balado, puis là, je ne sais pas trop comment ça marche une console de son, brancher des micros, etc. Mais peut-être que mon collègue qui fait ça les fins de semaine dans des mariages va être capable de m'aider pour brancher mon système ou le montrer aux élèves comment le brancher. De la même façon, les parents aussi. Un jour, je voulais faire l'aménagement de la cour d'école et ça a donné que dans ma classe, j'avais une maman qui était architecte paysager. Donc, sa job dans la vie, c'était de faire des plans de cours. Je lui ai demandé, avez-vous le goût de vous impliquer, de nous faire un plan pour la cour? Mais elle, pour elle, c'était comme me redonner au suivant d'une certaine façon. Elle s'impliquait dans la vie scolaire et ça, c'était pour elle sa contribution. De la même façon, ben, si un papa qui est ingénieur civil, puis là, on est en train de parler des structures, des ponts, etc., ben, peut-être qu'il pourrait être intéressé à venir nous en parler. C'est de saisir toutes ces occasions-là. On dit souvent que ça prend un village pour éduquer des enfants, mais pour que le village puisse s'impliquer, il faut qu'on se connaisse. Donc, établir la relation, savoir qu'est-ce qu'on fait. Et ça, une des meilleures façons de le faire, c'est quand vous rencontrez systématiquement vos élèves à la rentrée ou à l'étape au bulletin, avoir une petite feuille, un petit questionnaire, un Google Form. Il pourrait même avoir des élèves dans le hall d'entrée de l'école. Je l'ai déjà vu dans une école, justement, à Chrysler. Les élèves étaient lors de la porte ouverte ou lors d'un moment où tous les parents venaient. Chaque élève avait un Chromebook. Puis là, il faisait remplir un petit formulaire aux parents pour dire c'est quoi votre métier, c'est quoi votre hobby dans la vie. Parce que peut-être qu'un jour, on pourrait avoir besoin de votre contribution dans le cadre d'un projet. Fait qu'on va avoir comme une base de données des parents de la communauté. Fait que de trouver une mécanique pour être capable de récolter ça. Donc, le fait de savoir ça de nos parents, de nos collègues, mais on peut faire le même type d'opération avec les organismes, les clubs, les entreprises de notre communauté. Et toute cette base de données-là vient enrichir d'une certaine façon tout le potentiel d'aide qu'on peut aller chercher. Tu sais, tantôt, on parlait des cabanes à chauves-souris, mais cette école-là, l'enseignante, là, elle ne savait pas comment manier le clou, la scie et tout ça. Elle a fait appel à un papa qui était menuisier, puis le monsieur menuisier a tout découpé les pièces d'avance, puis là, les jeunes avaient juste à assembler avec son soutien les petites cabanes. Donc, elle est allée chercher l'aide de sa communauté parce qu'elle savait qu'il y avait un papa qui était menuisier dans son groupe. Si on le sait, puis qu'on met ça en commun, cette base de données-là, mais ça peut servir. Puis l'implication dans la communauté, ça peut être dans l'école, mais ça peut être aussi l'école vers sa communauté. Ça peut créer toutes sortes d'opportunités, toutes sortes d'aides. Puis à partir du moment où la communauté sait que vous êtes intéressé à collaborer avec elle, mais là, on vient de lancer une machine, on vient de briser l'inertie. Hein? En science, l'inertie, un corps arrêté a tendance à rester arrêté, puis un corps en mouvement a tendance à rester en mouvement. Donc, si on est capable de créer le mouvement, un jour, c'est eux qui vont vous proposer des opportunités. Ce n'est pas vous qui allez aller les chercher, c'est eux qui vont venir vers vous. Mais il faut partir la machine, il faut créer des liens, puis ça va juste enrichir ce que vous faites. Louis qui vient d'apparaître, ça veut dire qu'on approche de la fin. À moins que tu avais une intervention, Louis? Simplement pour vous dire que pour l'avoir vécu, aussitôt qu'on donne la voix aux élèves, c'est juste le début. Après ça, puis j'aime beaucoup quand tu dis là qu'il faut avoir une ruse pédagogique, c'est comment faire en sorte pour développer, pas développer parce qu'ils sont déjà là, mais continuer à inspirer les passions chez nos élèves. Puis quand la passion est capable de répondre à des besoins concrets qui ont été mis en parole par les élèves, ben là, je donne toujours l'exemple qu'un jour, mes élèves, ça fait très longtemps, mais mes élèves de 8e année voulaient faire une pièce de théâtre. Eh bien, on a joué la pièce de théâtre dans une petite école devant plus de 1000 personnes plusieurs fois. Et il n'était pas question qu'un élève manque cette journée-là. Là. Il y avait une solidarité incroyable. Puis moi, je n'avais rien à faire. Là. J'avais juste été là pour écouter. Puis après ça, pour pousser, donner des idées, etc. Puis moi, je coachais. Puis c'est eux autres qui faisaient toute la chose. Alors, mon dernier point, c'est souvent, on a de la misère à faire ça parce qu'on
donner du pouvoir à nos élèves, ça fait peur. Ça, on n'est pas habitué. Partager le pouvoir avec nos élèves, on est habitué d'être en avant, d'être la personne qui décide, parce qu'on a de la pression autour de nous, de plein de monde, là, la direction, les parents, les bulletins, et puis là, je pourrais continuer. Fait que, hey, puis si ça ne marchait pas, hein, eh bien, moi, je peux vous confirmer que ça marche. Quand on donne du pouvoir aux élèves, puis plus on en donne, plus ils se sentent habiles à le prendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas de consignes puis qu'on ne donne pas de balises, mais donner du pouvoir, c'est peut-être une chose à réfléchir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci, Louis. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Mettons votre directeur d'école, s'il est très contrôlant, il ne vous donne pas de pouvoir d'agir à vous. Hein, on parle beaucoup de leadership partagé. On a un petit calcul mathématique chez ID en lien avec ça qui fait que multiplier, donc partager le leadership, ce n'est pas diviser son leadership, mais plutôt le multiplier. Ça veut dire qu'on devient plusieurs porteurs d'une même mission. Donc, si je partage avec mes élèves mon leadership, je ne le divise pas avec eux, mais on le multiplie par autant de contributeurs. Donc, c'est un peu contre-mathématique, mais pour nous, c'est un peu ça. Le leadership partagé, c'est de multiplier le potentiel d'un projet parce que là, on est plusieurs porteurs d'une même mission. Donc, en conclusion, j'aimerais ça que vous... un peu, je suis en train de reculer, là, excusez-moi. J'aimerais que vous complétiez ce petit billet de sortie-là. On va le faire oralement là, parce qu'on ne le fera pas par écrit, mais ça, c'est le genre de... À la fin d'un projet, je vous invite à toujours conserver un petit 5 minutes avec vos élèves pour faire un billet de sortie, pour être capable de fermer la boucle. Le débriefing, c'est ce qui va vous permettre, en fait, aux jeunes d'intégrer et d'être capable après ça de faire du transfert. Si on ne fait pas ce débriefing-là, parce qu'en éducation, tantôt on a parlé de temps, on n'a pas le temps, il faut passer à d'autres choses tout de suite. Je finis un projet, j'en commence un autre, ou je finis un thème, je passe à l'autre. Prenez, investissez le temps sur ce débriefing-là pour aller être capable de sortir du jus et qu'ils puissent après ça réutiliser ce jus-là dans une autre situation plus tard. Donc, aujourd'hui, si j'avais à vous demander par rapport à l'éducation entrepreneuriale, je pensais que, puis maintenant je pense que, vous diriez quoi? Au début de la présentation, je pensais que, puis maintenant à la fin de la présentation, je pense que. Vous pouvez ouvrir votre micro pour prendre la parole si vous le souhaitez. Est-ce que votre conception de l'éducation entrepreneuriale et de l'engagement des jeunes est à la même place qu'au début de la rencontre? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a changé? Bien, moi, je vais y aller. Au début, je parlais de projets. Qu'est-ce que j'avais dit au niveau de l'éducation entrepreneuriale? Mais ce que j'aime, ce que j'ai appris aussi maintenant, c'est amener les jeunes à s'entreprendre, à se prendre. C'est s'entreprendre, c'est se prendre en main aussi. Exact, exact. Okay? Ça, j'aime beaucoup. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. Et comme tu dis, un petit tweak permettrait de développer tout cet esprit entrepreneurial-là et de donner plus de pouvoir à nos élèves. Et personnellement, je pense que ça serait possible avec mon groupe d'élèves de 7 et 8 parce que j'ai un groupe restreint d'élèves. On passe beaucoup de temps ensemble, puis ça serait merveilleux. J'aimerais ça essayer des choses avec eux dans cette conception. Oui, tout à fait. Oui, merci. C'est vraiment une belle présentation appréciée. D'autres billets de sortie que vous voulez partager, Marie-Édique? Oui, avant, je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire avec les maternelles jardins parce que c'est des petits. Mais maintenant, je comprends mieux que c'est vraiment important. Au contraire, c'est vraiment la base. C'est là qu'il faut vraiment commencer.
c'est vraiment le début. Un enfant qui a appris dès la maternelle jardin à donner ses idées, à participer, à prendre de l'initiative, c'est sûr que cet enfant-là est préparé et prêt pour des plus grands projets dans sa vie. Alors, ça va m'aider maintenant à leur donner un petit peu plus d'espace, de faire des décisions, prendre des idées, leur demander ce qu'ils pensent, même pour organiser des petits jeux, pas grand-chose, n'importe quoi, au moins avoir leur opinion, puis travailler avec eux. Dites-moi, Marie-Édique, est-ce que vous travaillez avec le processus d'enquête? Oui, pas beaucoup, mais on nous le demande en page parce que c'est vraiment bon parce que les enfants, ils partent à partir d'une petite idée, puis là, c'est là on développe vraiment un peu plus pour aller chercher plus d'idées, faire des leçons, faire beaucoup de choses, oui. En effet, parce que les classes de maternelle jardin que j'ai vues se lancer dans des approches entrepreneuriales partaient souvent du processus d'enquête pour lancer leurs idées ou lancer leurs thèmes ou des choses comme ça. Ils donnaient de la voix aux élèves, puis là, ils construisaient quelque chose autour de ça, puis là, ils s'imaginaient un monde imaginaire. J'ai déjà vu un monde de pirates, j'ai déjà vu un magasin général, une clinique vétérinaire, j'ai vu toutes sortes d'environnements où là, les jeunes jouaient des rôles importants. C'était pas toujours C'était pas une vraie clinique vétérinaire, ils ne recevaient pas des animaux vivants, mais il y avait comme quand même des toutous qu'il fallait guérir. Là. Pour eux autres, c'était la vraie vie. Mais en même temps, de simuler ça, ça a conduit à un moment donné une classe à recevoir, lors de notre dernier congrès l'an dernier, une classe de maternelle jardin qui avait fait un petit magasin de pizza, un petit resto de pizza, une pizzeria, puis ils recevaient les visiteurs, puis ils leur servaient la pizza avec des serveurs, des cuisiniers. Il y avait tous des rôles différents. C'est la personne qui remplit les cruches d'eau, la personne qui sert la pizza, la personne qui prend la commande. Et ça se faisait maternelle jardin. C'est plus long. C'est plus long que si on était à des 6e, 7e, 8e. Mais il le faisait pour vrai. Il était tellement fier de nous servir puis qu'on soit content de leur petite pizza qui était sur un petit muffin anglais, admettons. Mais c'était vraiment chouette à voir. Mais puis en même temps, Jean-Sébastien, l'année passée, là, à Chrysler, est-ce que c'était des maternelles jardins qui nous ont reçus en collation lors du Oui, le congrès? magasin général, oui. Ça, j'en profite, je prends 2 secondes. Imaginez, hein, c'est un congrès, il y a des gens qui viennent de plusieurs provinces et il y a une journée qu'on circule dans les écoles pour aller voir des projets. Et pour la collation de l'avant-midi, c'est la classe de maternelle jardin à l'école du Rosaire à Chrysler qui nous reçoit, j'étais participant, qui nous reçoit, la classe de maternelle jardin, et on va aller acheter notre collation. C'est des maternelles jardins qui sont là, et je vous garantis que tout le monde était à son affaire, puis on pouvait acheter des fruits, on pouvait acheter un jus, on pouvait acheter des muffins, etc. Et chaque table, il y avait les produits qu'ils vendaient, puis ils nous expliquaient combien ça coûtait, puis là, il y avait la table. Où est-ce que là, voici combien ça coûte, puis voici comment vous devez. Et ils nous avaient donné des sous en arrivant, hein, pour pas qu'on aille à prendre notre carte de crédit ou notre carte débit, des sous en papier fictif, mais comme pour eux autres, c'est des vrais sous. Alors moi, je réitère l'idée que on peut faire n'importe quoi avec nos élèves. Il s'agit qu'on ait été capable de déceler chez eux un besoin ou encore une question qui vient d'eux ou d'elle et d'elle. Puis après ça, l'impossible est possible. Merci pour le partage, Louis. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous partager? Je pensais que, puis maintenant, je pense que. Disons que pour moi, si je vous me permettez, lorsque j'ai pris je me suis inscrite, j'avais ma petite idée de laisser germer. Parce que tantôt, j'étais contente, tu sais, j'étais, c'est pas le mot consoler, comment on dit ça? Rassuré. Réconforter peut-être? C'est avec les Oui. exemples que vous donniez, l'élève qui lève toujours la main, quelqu'un qui vient te donner peut-être. Parce que oui, et la posture, le mot que vous avez dit, parce que je suis une personne disposée à écouter, vous voyez?
à apprendre, à tenir compte de ce que les élèves font et ce que justement monsieur lui vient de dire. Effectivement, c'est vrai. Mais cette gestion de temps, moi, c'est venu encore m'interpeller, la gestion de temps. Courir sur le curriculum. Et l'invitation, le dernier, la série sur le gâteau, c'est les expertises, les passions des parents. Donc, tout ça est venu comme me reconforter dans tout ce qui mijote souvent dans ma tête et comment soutenir les élèves dans tout le projet. Parfois, c'est extra, ils viennent te parler, mais tu n'es même pas leur enseignante ou ceux que j'accompagne ou ceux qui ne m'accompagnent pas. Tu dis, comment je le fais? Et puis, tu vas voir son enseignant. Le facteur temps, impliquer les parents, venir faire des choses, ça c'est, pour moi, c'est un grand un défi. Ah, Donc, ben, oui, je pensais que l'entrepreneuriat, c'est d'amener, c'est d'encourager, d'avoir cette posture. On veut apprendre. Mais maintenant, l'autre, comment le faire? Oui, maintenant, je pense qu'il faut continuer. Et surtout, il faut dire à l'élève, OK, écris-le sur un post-it. il y a plein de petits moyens. Oui. L'enjeu de temps sera toujours présent, mais on peut vivre mieux avec aussi. Plutôt que le voir tout le temps comme un obstacle, voir comment je peux prendre moi-même un peu plus de pouvoir sur le temps qui m'est disponible. Ça, ben, moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec des petites choses pour vivre des succès rapides, autant pour vous que pour vos élèves. Prendre confiance puis sentir que vous êtes capable d'en faire des petits projets. Ça n'a pas besoin d'être immense tout le temps, ça peut être des petites choses. Par exemple, arriver avec une solution pour le photocopieur, c'est pas a priori, c'est pas un gros projet, mais c'est de se lancer. Chanceline, vous voulez intervenir? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, en simple mot, je vais juste dire, je pensais que entreprendre, c'était, l'éducation à l'entrepreneuriat, c'était montrer aux élèves comment faire des choses. Et là, je me rends compte que c'est plutôt leur demander comment faire, en résumé. Donc, plutôt que de leur dire comment, c'est eux qui vont nous le dire comment. Oui, et là maintenant, c'est où les hostilités commencent. Ben, quand vous parlez d'hostilité, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on garde sur nos épaules comme enseignants, puis là, c'est de voir qu'est-ce que moi, je suis prêt à laisser entre les mains des élèves. Et ça, vraiment, puis je l'ai dit en début de présentation, mais c'est petit peu par petit peu, un pas à la fois. Il ne faut pas aller trop vite, parce que si je prends des trop grosses bouchées, excusez-moi, on est à l'heure du repas, mais ça risque de régurgiter, autant pour vous que pour l'élève. Donc, allez-y avec des petits pas, petits succès à la fois pour prendre confiance, puis tranquillement, en laisser tomber de ses responsabilités que je conserve que pour moi. Ouais. C'est ça. Merci. Bien, merci pour votre partage. Merci. D'autres veulent partager? On arrive à la fin de notre présentation. Donc, rappel de la présence, je vais remettre le lien dans le clavardage. Je vous invite à aller compléter le petit questionnaire. Louis avait aussi un formulaire de rétroaction à nous partager. Donc, je ne sais pas si Louis, voilà, il vient de le déposer. Pardon, Oui, Mme Feza? Je voulais juste ajouter à propos de ça, c'est ce qui se passe aux écoles secondaires pour le conseil d'école. C'est les élèves eux-mêmes qui mènent des projets et tout ça, n'est-ce pas? Dans le conseil des élèves, vous voulez dire? Oui, aux écoles secondaires, oui, c'est ça. Bien, dans les écoles secondaires, dans toutes les écoles, il y a des choses qui s'approchent vraiment beaucoup de ce que je vous ai parlé. Mais on ne met pas toujours le mot entrepreneuriat ou on ne fait pas toujours le lien avec nos apprentissages. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit le plus intégré possible à la vie scolaire pour qu'on puisse saisir ces occasions-là pour aller chercher des preuves d'apprentissage, pour être capable, dans votre principe de triangulation, d'être capable de placer des éléments qui viennent de la vie du projet. Pas juste par le testing, mais aussi par les conversations, par les occasions d'échange qu'on a avec les élèves, etc. Donc, ça vient compléter. Mais c'est sûr qu'au secondaire, quand ils organisent un bal, quand ils font le journal étudiant ou le gouvernement des élèves, il y a beaucoup de place qui est donnée aux jeunes. Mais c'est toujours se demander, est-ce que le prof, lui, qui dit le bal, ça fait 20 ans qu'on le fait de même, les jeunes, vous allez le faire encore comme ça cette année? Ou c'est les jeunes vraiment qui influencent le parcours? Des fois, la zone
de dire est-ce que c'est le projet du prof ou le projet des élèves? Ça, ce n'est pas partout pareil. Mais effectivement, qu'au secondaire, on a plus d'occasions où là, les jeunes prennent en charge des initiatives parce qu'il y a des comités d'élèves dans l'école. Mais je pense qu'à l'élémentaire, on peut aussi avoir ce même genre d'initiative-là, avec les gouvernements d'élèves au primaire, avec des comités éco-écoles, comme on a parlé par Pauline. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont présentes aussi. Je vous invite à aller voir nos ressources. Je vous en partage 3 ici. Donc, j'ai une idée qui est une plateforme qu'on a lancée au printemps dernier qui permet d'avoir des thématiques, admettons, comment aider les personnes âgées de ma communauté à briser leur isolement. Donc, tu vas sur cette plateforme-là et là, il y a des ressources pédagogiques, un petit guide pour vous amener à animer ça auprès de votre classe puis tranquillement être le metteur en scène d'un projet qui permettrait de briser l'isolement des personnes âgées dans ma communauté. Donc, on a jusqu'à présent 6 thématiques qui sont en ligne. Il y en a 3 gratuites puis d'autres qui vont apparaître pour les abonnés éventuellement. Vous avez notre site Internet, idée.éducation. Et on a aussi lancé récemment notre chaîne de balado. Donc, si vous voulez des témoignages enseignants, des partages d'experts, des choses comme ça en lien avec l'éducation entrepreneuriale, je vous invite à aller sur notre balado. Et notre collection d'épisodes va vraiment s'accélérer parce qu'on a des projets qui sont vraiment très orientés balado cette année. Donc, c'est une chaîne qui va être très active et qui pourra inspirer un bon nombre d'écoles. Et comme tous les autres balados, c'est un médium qui est accessible gratuitement. Je vais aussi vous laisser le lien de la présentation d'aujourd'hui. Vous pourrez revoir ou accéder. Oui, allez-y. Oui, j'ai pas bien entendu pour balado. Est-ce que les élèves pourraient voir des exemples sur des partenariats qui ont été faits dans des écoles? Comme ça va leur motiver. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Oui, mais il y a dans les idées lumineuses, vous avez des exemples de choses qui se vivent dans les écoles. Vous pourrez en tirer profit. Aussi, à chaque année, on organise un congrès dans lequel, encore cette année, ça va être fin avril, donc 29, 30 avril et 1er mai. Ça aura lieu cette année au Nouveau-Brunswick, mais il y a un autobus qui va probablement faire la route de l'Ontario jusqu'au Nouveau-Brunswick. Et là, un peu comme Louis l'a mentionné, il y a 2 jours où on visite des écoles et la 3e journée, c'est des ateliers. Donc, pour répondre à votre question, il y a plein d'occasions de voir ce qui se passe dans les écoles. Pour ce qui est des éditions précédentes, il est possible d'aller, entre guillemets, acheter un abonnement pour revoir tous les ateliers des dernières années. Comme ça, si vous voulez des exemples concrets, il y a plein d'enseignants qui viennent partager ce qu'ils ont fait comme projet avec leurs élèves et qui vous pourrez voir aussi là, comment ça s'est passé dans certaines classes. Donc, c'est aussi possible de façon rétroactive d'accéder à des ateliers comme ceux-là si vous le souhaitez. Donc, ça, sur notre site Internet, dans nos événements, vous pourrez aller voir ce qui est possible pour vous. Puis, à tout moment, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais aller replacer mes coordonnées. Si vous voulez en savoir davantage, si vous voulez qu'on aille vous voir dans votre école, faire appel à nos services ou peu importe, c'est toujours possible. Il s'agit de prendre contact, puis après ça, on active les choses. Déjà, on a fait des choses au CPEO, on a fait des choses au CECCE dans le passé, on a fait, il y avait d'autres conseils qui ont été nommés aussi. Donc, on fait des interventions dans 6 ou 7 conseils jusqu'à présent en Ontario. Et moi, je prends la balle au bon pour te remercier, Jean-Sébastien, pour cette excellente présentation aujourd'hui. Et puis, merci tout le monde d'avoir participé. Puis, on vient de partager justement dans la boîte de clavardage la présentation. J'arrête l'enregistrement, ça va prendre 30 secondes.